personne a mal, elle va me retirer mon bras. Un réflexe. Oui, réflexe. Ouais. Okay. Et puis, il peut y avoir aussi des mimiques faciales. Donc, il faut absolument observer. Des grosses grimaces. Exactement. Okay. Et puis, ça peut aller jusqu'à une immobilité totale. Sauf que si la personne bougeait correctement et de façon adaptée auparavant, le fait que tout d'un coup, elle soit immobile, ce n'est pas forcément ordinaire. D'accord. C'est intéressant. C'est dans mon processus de transformation pour devenir un faucon, j'étais complètement immobile, comme tétanisée, parce que j'avais peur d'avoir mal. Tu vois ? T'avais peur d'avoir mal, t'avais peur de perdre la vue. Oui. Et j'ai eu la palme d'or de la meilleure patiente, mais en fait, j'étais juste immobile. Je veux pas bouger, j'ai peur. Peur de perdre la vue, mais j'avais peur. J'ai quand même pensé à la douleur pendant l'opération. J'avais très peur d'avoir mal aux yeux, d'avoir mal en fait. Ouais. Facteur majorant. Dans les signes, c'est-à-dire dans ce qui accompagne la situation d'un acte lié aux soins d'ailleurs, la chirurgie. Totalement. C'est que si j'ai peur, si je crains, si je suis mal installée, si, ça peut augmenter ma sensation douloureuse. Donc, facteur majorant. D'accord. Un autre des facteurs aussi, c'est que ça fait 3 nuits que j'ai comme des insomnies. Je n'arrive plus à dormir. Non mais c'est pas ta consultation. Mais moi j'en profite. Non mais j'en profite parce que c'est une transition, figure-toi. Les troubles qui vont être associés à la modification du comportement. J'aimerais que tu en parles. Exactement. C'est que dans les signes et dans la sémiologie, on a besoin également d'observer le comportement et d'observer ce qui a changé. Une personne qui a des soins douloureux liés aux actes de soins, si c'est répété, ça peut entraîner des modifications du comportement. Ça peut générer des troubles du sommeil. Ça peut générer des troubles alimentaires. Ça peut aussi amener une personne à se désintéresser pour les activités habituelles, soit ses loisirs, travail, etc. Et puis ça peut entraîner des difficultés de communication. Donc, ce qui est un peu complexe parfois, c'est de ne pas connaître le comportement ordinaire de la personne. C'est-à-dire que alors notamment pour les personnes qui ont des difficultés de communication. Mais le comportement est à observer également. Et ce n'est pas anodin de générer des troubles du sommeil, des troubles alimentaires, etc. Et comment tu gères ça en tant que soignante quand tu connais pas les antécédents de comportement, donc les antécédents comportementaux du patient ? En fait, il faut une phase d'observation. Alors, tout dépend là où se trouve le patient. C'est-à-dire que s'il vient aux urgences que je ne le connais pas auparavant, il y aura peut-être certains signes que je n'aurai pas, mais j'aurai une vigilance sur l'expression verbale, l'expression corporelle. Par contre, si je suis infirmière libérale à domicile et que je connais bien les patients et que je vais régulièrement et que je génère... que je réalise des soins, je vais être vigilante par rapport à tout changement de comportement ou par rapport à ce qu'un proche peut dire sur vous savez, ça fait 3 nuits qu'il ne dort plus parce qu'il a peur d'avoir mal quand vous allez refaire le pansement, par exemple, alors que lui n'est pas en capacité de le dire ou ne veut pas le dire pour ne pas offusquer le soignant. Ah oui, d'accord. Pour ne pas offusquer. Je pensais que c'était une question d'ego ou de honte peut-être aussi. Oui, et puis pour que ça se passe le mieux possible et le plus vite possible. Et c'est aussi ça qui a été démontré par les études sur la douleur liée aux actes de soins. C'est que quand pendant le soin, nous générons de la douleur, instinctivement, nous allons vite le finir pour que ça ne dure pas trop longtemps. Alors que finalement, la douleur s'installe. Donc, il est préférable d'arrêter, de le reprogrammer plus tard. Mais instinctivement, par automatisme, c'est fini, on n'en parle plus et puis on passe à autre chose. Et c'est aussi au niveau de ces pratiques-là qu'il faut réajuster. Tenter en tout cas de réajuster au quotidien. Est-ce qu'il y a d'autres manifestations comme ça que les apprenants doivent connaître ? Les manifestations émotionnelles.
Donc les larmes, l'expression de peur, ce que tu évoquais tout à l'heure, j'ai peur d'avoir mal. L'impossibilité d'être consolé aussi par rapport à des situations douloureuses. Et puis, ça peut entraîner également de l'agressivité. Et l'agressivité est toujours la cause de quelque chose. C'est pas un trait de caractère. Et puis, ça dépend. Et ça peut aller jusqu'à l'apathie. Alors l'apathie, c'est fort. Hein. C'est une personne qui n'est plus en capacité de participer à ce qui se passe dans son parcours, qui peut avoir le regard dans le vide, qui n'a plus envie de réagir à des tracteurs. Ouais. Exactement. On est proche de symptômes liés à la dépression quand même. Oui. Ah bah, ça peut effectivement, si lié à la douleur, il y a beaucoup de problématiques de dépression, effectivement. Les gens deviennent extrêmement désarmés et tombent dans une dépression assez profonde. Ouais. Surtout si ça se chronicise, tout à fait. Je reviens sur mon histoire de série, mais encore une fois, le Dr House, tout est sujet à la douleur. C'est évidemment aussi aux addictions, mais la principale cause de tout ça, c'est la douleur. Oui, tout à fait. Ouais. Et c'est hyper intéressant, mine de rien, cette série, hormis le côté très romancé, mais dans l'absolu, c'est un médecin qui du coup, soigne sous opiacés, et quand il a mal, il ne peut plus réfléchir, en fait. Mais c'est de là que vient ta passion pour le mal des soignants? Je sais pas. J'ai trouvé, je crois que c'est ça. Je mets bien le Dr House au début, c'était bien. Et pour terminer sur les signes, il y a aussi des signes dits neurovégétatifs. Donc en langage médical, ce sont les signes cliniques que nous pouvons retrouver, comme une tachycardie, fréquence cardiaque qui augmente. Nous pouvons aussi avoir des modifications de la fréquence respiratoire, parce que instinctivement, quand je suis confrontée à une douleur aiguë, ma respiration change et j'ai tendance à bloquer, alors qu'il faudrait plutôt souffler et avoir un cycle inspiration-expiration un peu plus rapide. Ça peut provoquer également une hypertension artérielle, des pics de tension. Donc sur une personne qui est déjà cardiaque, c'est pas forcément souhaitable. Et puis ça peut aussi entraîner des modifications de la couleur de la peau, pâleur ou rougeur, voire une douleur vraiment brutale, intense, peut entraîner une perte de connaissance. Donc il ne faut pas non plus... Alors l'idée, ce n'est pas d'aller chercher en première intention les signes neurovégétatifs, hein, c'est vraiment déjà l'expression verbale, émotionnelle et comportementale. Et ensuite, compléter éventuellement avec ça. D'accord. Et toi, c'était quoi, face à ton hernie discale, les signes qui se manifestaient face à la douleur? Alors, il y avait l'expression émotionnelle, je la gardais pour moi. C'était intériorisé. Il y avait comportemental, en fait. Je recherchais des positions antalgiques. Et le signe neurovégétatif, je ne sais pas, parce que je ne peux pas aller les chercher. Mais ouais, c'était plutôt comportemental. Eh bien, là, on parle beaucoup de manifestations de la douleur, mais les douleurs sont donc, dans le cadre toujours d'un acte de soin, je le rappelle, elles ont une cause. J'aimerais qu'on parle des causes des douleurs qui vont donc être liées aux soins dans un service d'hospitalisation. Les causes sont liées à l'acte lui-même. Alors c'est là où il faut dissocier. Est-ce que c'est un soin de la vie quotidienne, un acte de la vie quotidienne? Est-ce que c'est un soin pour le confort, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'aide à la toilette, etc. Est-ce que c'est un soin invasif, un acte invasif, c'est-à-dire est-ce qu'il va y avoir l'introduction d'un tuyau, etc. Est-ce que c'est un drain qu'on retire? Donc à partir du moment où il y a un acte, un soin, ça peut causer une douleur. Donc, dans le cadre de l'hospitalisation, il y a énormément d'actes et de soins qui sont potentiellement douloureux. Ne serait-ce qu'un transfert lit-fauteuil. Si la personne a eu une prothèse totale, une fracture du col du fémur par exemple, et que c'est le premier levé, et que déjà il y a la douleur post-opératoire, mais ensuite il faut tenir compte que ce transfert et ce premier levé peut générer
une douleur liée à la mobilisation. Et tout à l'heure, nous parlions du plan national 2002-2005. Grâce à ce plan, il y a eu la création du Centre national de ressources contre la douleur, donc une équipe qui a été constituée pour travailler et faire de la recherche sur la douleur provoquée par les soins. Et ils ont réalisé 2 études épidémiologiques, ce qui nous permet d'avoir des chiffres. Et la première, en fait, a permis d'identifier pour les enfants, puisque le plan 2002 concernait aussi les enfants, de travailler avec des équipes de réanimation de grands prématurés, donc 14 réanimations en Île-de-France, puisque le CNRD est basé à Paris. Et ça a permis d'avoir, pour la première fois, une liste d'actes et de soins chez le grand prématuré, et d'amener à prendre conscience que même si ça nous paraît anodin, même si le bain du grand prématuré, ça peut paraître anodin, mais il n'empêche qu'il peut avoir des douleurs pendant ce moment, qui doit être confortable et qui pour autant peut être un vécu douloureux. Donc ça c'est intéressant, c'est que c'est aussi parce que nous avons maintenant des données épidémiologiques que nous pouvons avancer sur le sujet. Mais en gros, à partir du moment où nous rentrons en relation de soins ou dans le cadre d'une relation médicale, thérapeutique avec un patient, nous pouvons générer de la douleur. Et justement, les causes qui sont donc liées aux actes de soins, mais dans le cadre du domicile, parce que nos apprenants sont majoritairement donc, des libéraux, c'est quoi les causes à domicile, liées aux actes réalisés à domicile, donc les pansements principalement, les injections également, mais c'est principalement les pansements en effet, plaies et cicatrisation. Il y a une super formation d'ailleurs là-dessus. Tout à fait. Les toilettes aussi potentiellement. Oui, tout à fait. Les mobilisations, les transferts. Et puis là, c'est plutôt dans le cadre de la rééducation, c'est aussi les apprentissages pour permettre à la personne de reprendre la vie quotidienne suite, par exemple, à des polytraumatismes. Le fait de se réadapter à la vie quotidienne peut aussi provoquer des douleurs parce que ça nécessite des actes de rééducation qui peuvent générer la douleur. J'aimerais te poser une question sur des conseils un peu plus personnels et liés à ton expérience, des compétences en fait que les apprenants pourraient mettre en pratique pour évaluer la douleur et dans leur quotidien professionnel. C'est-à-dire comment ils peuvent mettre en pratique ces compétences clés. Alors, en fait, c'est plus que des conseils, c'est vraiment de fortes recommandations de développement de compétences. Il y a quatre grands domaines. C'est d'abord l'écoute, et l'écoute active. C'est-à-dire que, je redis la phrase de tout à l'heure, est douleur ce que dit le patient être douleur. Donc, à partir du moment où la personne dit qu'il a mal, c'est qu'il a mal. Et il ne faut pas le remettre en cause. Donc, il faut écouter la plainte de la personne. Et si nous n'arrivons pas à l'écouter sur le plan verbal, il faut observer sur le plan non verbal, les manifestations non verbales. Parce qu'une personne qui a mal et qui n'a pas la capacité de dire j'ai mal, elle va l'exprimer autrement. Elle va l'exprimer sur le plan comportemental. Elle ne sera pas comme d'habitude. À nous de décrypter en fait ce changement. Il faut observer, donc vraiment développer ce sens de l'observation. Et il est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où tout va très vite. Et que personne n'a le temps. C'est un petit peu ce que nous entendons au quotidien. Plus personne ne prend le temps. Et plus personne ne prend le temps. Sauf que ces personnes ont du temps. Elles sont dans un processus de soins, d'accompagnement. Elles sont à la maison avec une infirmière libérale qui vient régulièrement. Elles ont le temps. Et donc, à nous de prendre le temps de l'observation et à ne pas être dans le faire à tout prix. C'est encore une fois un soin potentiellement douloureux. Il n'y a rien d'urgent. C'est important, mais il n'y a rien d'urgent. Par contre, il y a urgence à prendre en compte la douleur. Ne pas avoir de jugement de valeur, c'est-à-dire que
il ne faut pas, il faut tenter en tout cas d'enlever nos représentations, soit en fonction des cultures, soit en fonction de l'âge, soit en fonction du statut social de la personne, etc. C'est une personne avec son histoire, sa singularité, son individualité. J'ai peut-être eu le même soin qu'elle, mais je ne dois pas comparer, puis je ne dois pas lui dire non mais attendez, j'ai eu le même soin que vous et ça fait pas mal. Je n'en sais strictement rien et c'est son ressenti à elle. Et de toute façon, je n'ai pas exposé mes expériences douloureuses avec un patient que j'accompagne. Et puis ensuite, il faut faire preuve d'empathie. Alors, on dirait, c'est la base de tout soignant. Mais il y a des moments où faire preuve d'empathie, c'est comprendre la situation de la personne sans prendre sa douleur, sa souffrance et l'intégrer dans un sac à dos virtuel que nous avons. Voilà, c'est vraiment comprendre sa situation et ce qui va permettre en fait de pouvoir proposer le meilleur accompagnement possible, la meilleure prévention possible, etc. En fonction de ce que la personne souhaite. Puisque tout patient, toute personne, tout usager peut accepter d'être accompagné, peut accepter les soins, mais peut aussi les refuser. En fait, c'est intéressant, c'est une posture en tant que soignant qu'il faut avoir. C'est plus qu'un savoir-faire. En fait, là, j'ai l'impression qu'on est dans du savoir-être. Oui, tout à fait. On en parle beaucoup maintenant dans les soins. C'est un peu ce que tu dis. Donc voilà, n'hésitez pas à réécouter cette séquence. Vous avez absolument toutes les clés pour intégrer ces petits conseils dans votre pratique au quotidien. Vous pouvez donc, comme je le dis, réécouter et mesurer vraiment la nécessité d'évaluer la douleur donc avant, pendant et après les soins. Est-ce que tu veux dire le mot de la fin de cette séquence ? Cette conclusion-là, c'est que la prise en compte de la douleur liée aux actes de soins ne pourra être effective que s'il y a une évaluation avant, pendant et après, en effet. Et on vous encourage aussi à partager vos conseils à vous sur le forum, en fait, comment vous évaluez vos patients, qu'est-ce que vous avez testé, comment vous avez appliqué ce que vous avez appris. Donc voilà, n'hésitez pas à communiquer entre vous, c'est important de ne pas se sentir seul en fait face à la prise en charge d'un patient qui souffre donc de douleurs aiguës. Et même si vous devez venir partager votre expérience ici, autour de la table, on prend. C'est toujours intéressant d'avoir le retour des soignants justement sur ce sujet-là. Petit quiz musical, toujours, ça c'est important, parce que finalement je suis en train de m'amuser à trouver des chansons, donc je préfère... Oh la vache, je peux pas jouer, c'est trop facile. Vous en avez parlé pendant longtemps. Ouais. Ok, et ben on passe du coup à la... Jean-Jacques. Ah effectivement. JJG. Jean-Jacques Goldman, un ami de la nuit. Comme il le dit, il suffit d'un signe, voilà. Effectivement. Et bien on passe à la prochaine séquence, juste après ça. J'ai l'impression de me croire à la radio.